enchaîner avec une conférence, donc ma thèse en 5 minutes, de Thibaut Perdreau. Je précise qu'il a été présent toute la soirée sur le live en tant que doctorant. Il a assuré le travail de modérateur et il a répondu à vos questions pendant le live. Donc il viendra ici répondre à vos questions. Vous pouvez dès maintenant avoir le résumé de sa thèse en 5 minutes. Avoir le pouvoir de voyager à travers le temps, c'est l'un des fantasmes de la science-fiction. Pourtant, je pense que nous avons tous ce pouvoir en nous. Cher public, levez la main si vous êtes d'accord. Je vois que c'est plutôt mitigé vers ma droite. Ok. Pour que tout le monde comprenne mon propos, je vous invite à lever les yeux vers le ciel étoilé et à le contempler. Vous voyagez actuellement à travers les âges. En effet, nous ne voyons pas les étoiles telles qu'elles sont aujourd'hui, mais telles qu'elles étaient il y a une centaine d'années. Ça, c'est à cause de la lumière, qui n'est pas instantanée et qui met du temps à parvenir jusqu'à nous. Je parle d'étoiles, mais c'est aussi le cas pour d'autres astres dans le ciel, comme la Lune par exemple, que nous voyons avec 1 seconde de retard, ou même le Soleil, avec 8 minutes de retard, et même les galaxies, cet assemblage d'étoiles en forme de spirale. Prenons par exemple une civilisation extraterrestre de la galaxie d'Andromède, qui observe notre planète Terre. Là maintenant, il ne voit pas une société technologiquement avancée, comme la nôtre, mais tout juste les débuts de l'âge de pierre. Voir loin dans le ciel, c'est voir loin dans le passé. C'est ce qui nous permet à nous, astrophysiciens, d'étudier l'univers et de connaître son histoire, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Et croyez-moi, il s'en est passé des choses en 14 milliards d'années. Par exemple, les galaxies, à l'origine solitaires, se sont rassemblées pour former des amas d'une centaine de galaxies. Mais une question subsiste encore. Comment de telles galaxies solitaires se sont rassemblées pour former de tels amas? Pour répondre à cette question, je remonte dans l'histoire à l'aide des machines à voyager dans le temps les plus efficaces, les télescopes. En les utilisant, je peux découvrir les amas à chaque étape de leur formation, qu'on appelle sous une même dénomination de proto-amas de galaxies. Un proto-amas de galaxie, c'est un objet du passé qui a eu le temps de devenir un amas aujourd'hui. C'est d'ailleurs grâce à ces télescopes que je fais ma recherche en faisant des photographies du ciel. Une de ces images ne serait pas plus grande qu'un pixel de cette image. Et à la place des habituelles étoiles, cette zone est recouverte de galaxies. C'est d'ailleurs la lumière émise par ces galaxies que j'analyse afin de calculer la distance qui nous sépare d'elles ainsi que connaître leur âge. En connaissant ces informations, je peux déterminer à quelle époque de l'univers se situe ce proto-amas de galaxies ainsi que son étape de formation. Avec toutes ces observations, je peux alors établir un modèle qui permet de décrire l'évolution des amas de galaxies ainsi que mieux comprendre l'univers à travers les âges. Si vous êtes en manque de voyage, n'oubliez pas que vous êtes tous des voyageurs du temps. Il vous suffit de regarder une nuit étoilée pour voir le film de l'univers défiler sous vos yeux. On reprend maintenant, c'est bon? Ça a repris, très bien. Nous accueillons donc Thibaut Perdreau. Merci. Bonsoir. Bonsoir donc. Quelles questions avons-nous eu dans le chat? Alors, on a une question de Yay Geek qui nous dit comment s'organise et se fait une thèse en astrophysique? Waouh. Sacrée question. Alors, ce qu'il y a de bien en France, c'est qu'il y a un site qui s'appelle Adoom où tous les projets de recherche pour une thèse sont listés. C'est en particulier le cas en astrophysique. Et donc, lorsqu'on veut faire une thèse, on peut aller sur ce site pour avoir accès à tous les sujets par région. Et ensuite, contacter les directeurs de thèse associés pour savoir
si le feeling passe bien entre le directeur et puis le futur docteur et puis le sujet. Et ensuite, il y a 2 possibilités. La première, c'est que le sujet est déjà financé. Dans ces cas-là, c'est juste un choix entre le directeur de thèse et puis l'étudiant. Ou la deuxième possibilité, c'est tout simplement de passer par ce qu'on appelle une école doctorale et passer à un concours pour avoir un financement. Dans ces cas-là, il faut, en plus d'être accepté par le directeur de thèse, passer à un concours au sein de cette école doctorale. Voilà. D'accord, Je ne merci. sais pas si ça répond entièrement à la question. Alors Ça on me a, une semble, autre, oui. on a une autre question de Richard Brown qui nous dit vous conseillez quoi comme télescope pour un débutant d'ailleurs? Alors, ça va peut-être vous choquer, mais je ne suis pas un astronome amateur. C'est-à-dire que j'ai rarement observé tout seul chez moi avec un télescope, donc je ne peux pas répondre à cette question. C'est-à-dire que je peux vous parler de télescopes qui sont scientifiques, que ce soit le CFHT à Hawaï, le VLT au Chili, mais après pour ce qui est pour le commun des mortels, donc pour un astronome amateur, je peux rien dire, je n'ai pas la connaissance, désolé. On pourra peut-être demander à Franck à 8h du matin. Ouais, j'avoue. Mais on sait déjà lequel il va nous conseiller. Techniquement, il n'y a pas beaucoup de surprises. Et c'est tout pour les questions. C'est tout pour les questions. Alors nous passons au dessin. Encore. Guillaume. Express. On les met sous pression, nos dessins. Du coup, j'ai un peu triché, quoi. J'ai recyclé un dessin que j'avais fait tout à l'heure. On t'écoute. Bah, comme j'avais fait un peu un clin d'œil sur le fait qu'il était assez grand quand même sur scène, et que tout à l'heure j'ai entendu qu'il dit qu'il fallait prendre de la hauteur avec sa thèse, donc voilà. Avec ma thèse, j'ai l'impression de prendre de la hauteur. J'avais envie de rajouter un petit pièce qui disait vraiment, enfin bon, mais voilà, je compléterai tout à l'heure. La suite de prochaine. Voilà, je suis. Merci. Alors, on a une petite question qui vient de nous arriver. Ah, il est parti. Reviens. Allez. Bon, alors c'est une question un peu bizarre quand même. Donc, mais je la pose quand même. Je suis là. C'est Karim Atta qui nous demande c'est quoi votre valeur ajoutée par rapport à l'astrophysique en général, Thibaut? Comment ça, ma valeur ajoutée Je te laisse te débrouiller avec ça. Et hop. C'est une question très particulière. Alors, au niveau du sujet de thèse, on va dire que, en fait, tous les sujets en astrophysique ont une valeur ajoutée parce que le but d'une thèse est toujours d'avoir un sujet innovant qui va développer une nouvelle connaissance, une nouvelle méthode, un nouvel outil. C'est pour ça que les thésards sont un peu le cœur de la progression de la recherche parce qu'ils vont être amenés à découvrir des nouveaux objets, des nouvelles méthodes. Et donc, finalement, à terme, chaque doctorant et donc futur docteur apporte une contribution qui, certes, peut paraître négligeable, mais qui ne l'est absolument pas. En fait, il a toujours sa petite pierre à ajouter à l'édifice et qui n'est pas négligeable et qui fait que finalement, à la fin de sa thèse, que les docteurs, eh bien, elle a vraiment une valeur ajoutée par rapport à n'importe quel autre docteur parce que il a eu son parcours où il a développé son sujet, il est donc un expert dans son sujet en particulier et en plus de ça, il a pu Faire une thèse originale. Oui, produire une thèse originale et puis a pu faire d'autres activités, de l'enseignement, de la médiation scientifique qui sont là encore des compétences transversales super importantes. Voilà, donc valeur ajoutée, tout le monde l'a en lui quand il fait une thèse. Voilà, pour répondre à la question. D'accord. Merci Thibaut. Rien. Alors moi, non. Ok. Il y en a encore une qui est arrivée. Non mais elles arrivent au fur et à mesure. Non mais c'est pas grave. Non mais ok, tout va bien. Donc nous enchaînons. Nous enchaînons. Très bien. Alors nous allons enchaîner sur l'IRAM. Un reportage qui a été déjà enregistré. Et alors je ne suis pas compétent pour vous parler de l'IRAM, mais le reportage va le faire. Donc tout de suite. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Hervé. Donc tu es doctorant. Est-ce que tu peux nous expliquer donc, qui tu es, et ce que tu fais et c'est quoi doctorant? Bonsoir à tous. Alors je m'appelle Thibaut Pardereau, je suis en 2e année de thèse à l'Institut d'astrophysique spatiale, donc à l'Université Paris-Saclay.
Et donc en tant que doctorant, je fais un travail de recherche, et en l'occurrence mon sujet c'est les proto-amas de galaxies, et j'aime bien les appeler les bébés amas de galaxies, car en fait c'est l'étude des premiers instants de la formation des amas. Et concrètement, mon but c'est à partir d'observations, d'obtenir des informations sur ces proto-amas de galaxies, et en particulier des galaxies qui les composent. Et donc, alors, tu fais comment? Parce qu'on ne peut pas recréer des amas dans sa cuisine ou dans un laboratoire. Donc, tu fais des simulations, tu fais de la théorie, tu fais de l'analyse. Est-ce que tu peux décrire un peu plus? Même si je suis un petit peu au courant parce qu'on travaille ensemble. Alors, on a de la chance, nous, d'être dans une grande expérience qui est l'univers. Et on a des observatoires sur Terre, mais aussi dans l'espace. Par exemple, on a le VLT au Chili sur Terre, mais aussi des télescopes spatiaux, comme Spitzer, Planck, bientôt Euclide, qui permettent d'observer le ciel dans toutes les longueurs d'onde, donc à toutes les lumières, et très profondément dans le ciel. Ce qui fait que j'utilise des observations, et à partir de ces observations, je peux les analyser pour avoir de l'information sur la lumière émise par les galaxies, et la lumière est vraiment une quantité riche en informations, car avec elle on connaît la distance qui nous sépare des galaxies, mais aussi la composition des galaxies, leur mouvement, et encore plein de choses intéressantes. Et donc au quotidien, c'est toi qui vas au télescope, je sais pas, toutes les semaines, tous les jours, avec ton petit œilleton, ton œil comme la lunette ici ou... Ça serait bien de pouvoir partir en mission toutes les semaines pour observer. Non, il y a deux possibilités. Soit on a eu l'occasion, la chance d'aller dans un observatoire pour observer pendant une semaine, ou cette fois-ci on repart avec nos données, ou plus généralement en fait des autres personnes qui ont fait des observations indirectement pour nous, qu'on peut ensuite retrouver sur des banques de données. Et dans mon cas, c'est ce que j'utilise, c'est-à-dire qu'il y a un site de l'ESO, donc c'est l'organisme qui gère certains télescopes sur Terre, qui met à disposition des données publiques, et c'est des données publiques que j'utilise dans le cadre de ma recherche. Et donc, dans la vie de tous les jours, je suis sur mon ordinateur à coder pour pouvoir analyser ces images. Et voilà, c'est ce que je fais le plus souvent. Et occasionnellement, je peux partir en mission, soit pour observer, mais aussi pour partir en conférence et discuter avec d'autres astrophysiciens, doctorants ou même chercheurs, pour justement faire avancer la science en discutant. Effectivement, la discussion occupe une grande part dans la science. Qu'est-ce qui fait que le petit Thibaut devenu grand fait de l'astrophysique? C'est une très bonne question. En fait, ça part un peu de loin, et c'est un peu vraiment à la perpendiculaire que j'ai pris. À l'origine, je voulais pas être astrophysicien, je voulais être zoologue. Je voulais étudier les animaux, comprendre leur comportement, car je trouvais ça assez fascinant, d'autres espèces animales que nous. Et c'est en jouant à un jeu vidéo que d'un coup j'ai une sorte d'illumination pour l'astrophysique. Ce jeu vidéo, c'est Spore. C'est un jeu où à l'origine on contrôle une créature unicellulaire qui se développe, forme une tribu, une civilisation, et après se balade dans l'espace. Et c'est cette partie-là où je peux me balader dans l'espace, voir dans ce jeu vidéo des étoiles binaires, des trous noirs, des disques protoplanétaires, et une sorte de mythologie sur la création de l'univers. Et d'un coup, j'ai eu des questions un peu métaphysiques sur qu'est-ce que l'univers, comment ça s'est fait, pourquoi il y a des étoiles, pourquoi il y a des planètes, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et d'un coup, j'ai commencé à me renseigner sur ce que c'est que l'astrophysique, ce que c'est qu'une planète, une étoile, à lire des livres dessus, car justement, d'un coup, j'avais une sorte de nouvelle vision du monde. Eh ben, c'est la première fois qu'on me dit ça, qu'un jeu vidéo est à l'origine d'une vocation, et tant mieux, hein, comme quoi les jeux vidéo c'est aussi très poétique et ça ouvre d'autres perspectives. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes qui nous écoutent, qui ne sont pas sûrs qui sont pas certains quant à l'orientation prendre et qui peuvent éventuellement avoir des doutes sur leur capacité, etc. Est-ce que toi, quel message tu auras envie de leur délivrer sur la base de ton expérience? Alors j'ai eu beaucoup de moments de doute dans ma vie, que ce soit au collège ou au lycée, car c'est pas toujours facile. J'ai pas toujours été... je suis pas un excellent élève tout le temps premier de la classe, j'étais parmi les bons, mais pas excellent. Et donc j'ai beaucoup de moments de doute. Et une fois je suis tombé sur un proverbe qui disait que le plus court chemin entre deux points, c'est pas la ligne droite, c'est le rêve. C'est pour ça que je dirais qu'il faut croire en ses rêves. Si vous avez des rêves, allez jusqu'au bout de ces rêves. C'est ça votre vraie motivation.
Vous avez une difficulté, une épreuve, surmontez-la en pensant que si vous y arrivez, vous vous approcherez du rêve. Et c'est ça qui compte le plus. Et faut pas se brider, peu importe votre origine sociale, vos origines, votre genre. Si vous avez un rêve, peu importe la vie des gens, allez-y. Peu importe la difficulté, allez-y. Car une fois que vous allez surmonter toutes les difficultés, toutes les épreuves et que vous serez arrivé au rêve, vous vous rendrez compte que waouh, vous avez fait un chemin, ça vous a construit, et à la fin vous serez fier de ce que vous avez fait. Donc je dirais, croyez en vos rêves et donnez-vous à fond, et normalement tout se passera bien. Merci sur ces belles paroles d'espoir et de motivation auprès de tout le public qui nous écoute. Merci Thibaut et à Merci bientôt. Hervé. Au revoir. Au revoir.